c'est-à-dire en cas de catastrophe, le service est activé n'importe où dans le monde quand il y a une catastrophe naturelle. Ça nécessite d'avoir un site opérable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à partir du moment où il y a un événement qui est déclenché, l'objectif est de fournir la première carte le plus rapidement possible. Pour ça, on utilise toutes les informations satellites disponibles. On a aussi des modèles essentiellement basés sur de l'IA pour apporter les premiers éléments qui ensuite vont être validés par interprétation visuelle. On va avoir besoin d'étapes manuelles pour être le plus précis possible. Et on fournit ce type de carte que vous avez là, où on donne la visualisation de l'étendue de la catastrophe. Et on fournit aussi des éléments sur la population qui est impactée, quelles sont les routes qui sont praticables ou non praticables, les bâtiments qui sont endommagés. En fait, ce sont des informations qui sont envoyées directement aux équipes sur place qui du coup vont faire toute la planification et le sauvetage nécessaire qu'il y a. Il y a une actualisation dynamique qui est faite en plus. Vous avez là quelques exemples de cartes qui sont produites dans les étendues varient. Vous avez ici un exemple sur les feux de forêt aussi, où en Australie, notre top one d'activation sur les feux de forêt et bientôt aussi sur la partie inondation. Ça c'était au Vietnam. Sur la partie étude de risque, on utilise, là on se base vraiment sur tout l'historique d'observation que l'on a. On a un exemple ici à Calcutta pour différentes périodes montrer l'évolution du risque lié aux inondations. On fournit également des modèles numériques de terrain à très haute précision qui permettent de voir aussi au jour d'aujourd'hui, on a une inondation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on atteint les bons niveaux d'eau, quels vont être les bâtiments impactés. Et derrière, c'est tout le coût financier d'une inondation qui motive souvent les mesures. Il y a également le risque côtier qui est un enjeu majeur parce qu'il rassemble énormément de populations et beaucoup de villes dans le monde. Sur toutes ces activités-là, on utilise toujours le spatial et on combine également sur des éléments climatiques pour justement fournir des informations à l'échelle locale pour avoir des informations sur les impacts de submersion, quelles sont les zones qui vont être impactées et quels sont les impacts socio-économiques qui sont associés à ces différents scénarios climatiques. En résumé, par rapport à ce que l'on produit et ce que l'on fait. Aujourd'hui, c'est comment, en fait, dans chaque contexte spatio-temporel, on peut déployer différents types de services en fonction des besoins de nos partenaires et de nos clients. Donc on a, comme vous l'avez vu, différents produits et services. L'important, c'est, voilà, je les ai ici résumés. On peut faire de l'identification et du mapping des zones en eau, des surfaces, des rivières, etc. Donc ça, on apporte de la donnée complémentaire à la donnée qui existe de manière globale ou directement auprès de nos partenaires et clients. Petit exemple là-dessus, on va rentrer dans du concret, on a le collègue des agences de l'eau qui voudrait se faire intervenir là, si elle arrive à arriver, Valérie. On a le projet DigiSécheresse où en fait dans le sud-ouest de la France, l'objectif c'est de produire de l'information supplémentaire. En France, on est très monitoré, surtout dans le sud-ouest de la France, pour différents enjeux, sauf que les autorités locales ont accès effectivement à l'information qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, le temps que chaque opérateur fournisse l'information. L'information est très précise, mais le temps d'agréger toutes ces données qui vient soit d'un mail, soit d'une base de données Excel, soit d'une commande, met du temps et ils ne peuvent prendre des décisions éclairées sur la base de ces informations réelles qu'au bout d'un mois. L'intérêt, c'est qu'avec le satellite, on va pouvoir couvrir toute la zone très rapidement avec un niveau de précision de l'information qui est certes peut-être un peu moindre, mais on va pouvoir leur donner cette information globale toutes les semaines. Et donc, ça va leur servir d'indicateur pour améliorer leur prise de décision, qui pourra être bien entendu adaptée à la fin en fonction des résultats définitifs qu'ils auront, mais c'est des éléments importants comme ça auxquels le satellite peut répondre en partie. Voilà. Après, ça demande quand même une quantité de modèles mathématiques, de traitement de la donnée un peu fort, de gestion de base de données énorme, et là c'est ce que l'on sait faire à CLS.
Donc on peut aussi prédire des événements liés à la ressource en eau. Alice vous en a parlé, hein. On fait tourner des différents scénarios, par exemple, pour connaître l'impact de l'inondation maritime. Et ça c'est essentiel aujourd'hui avec l'inondation du niveau des mers. On a besoin de savoir les populations qui vont être impactées, le patrimoine qui va impacter, comment mieux répondre à ça. Et aujourd'hui, donc entre la donnée que l'on a, que l'on obtient et les modèles prédictifs que l'on fait tourner, on est en capacité de fournir cette information à nos partenaires et clients qui peuvent être les institutionnels, bien sûr en bout de cours, mais aussi tous nos partenaires techniques et scientifiques, hein, n'importe quel bureau d'études, n'importe quel chercheur qui a besoin de traiter une grosse quantité de données, on peut lui apporter ce genre d'éléments de réponse. On crée de la donnée avec des systèmes d'information complexes et on définit des indicateurs également avec nos clients et nos partenaires parce que quand vous allez parler, je vais revenir sur la situation, un indicateur sécheresse, comment vous le définissez? En fonction du pays, du territoire dans lequel vous êtes, on sait ce qu'est la sécheresse, hein, c'est bien défini, mais l'indicateur spécifique qui répond à la demande du client, il doit être adapté. Peut-être qu'il va utiliser tel ou tel autre paramètre et c'est comme ça qu'on le construit avec lui. Donc après, donc toujours pareil, en guise de synthèse, hein, quelques exemples de solutions que l'on fait pour la gestion de la ressource en eau. Donc comme je vous l'ai dit, on a quelques produits standards hein, qui sont la hauteur d'eau par satellite, simple, avec des satellites d'altimétrie. On donne une information à un endroit particulier. On peut faire de la surface en eau, vous l'avez vu, c'est utilisé. Donc d'accord, donc on peut faire de la surface en eau, c'est essentiel pour la suivi des barrages, des réservoirs, des cas d'inondation. On peut avoir des produits liés au volume, je vous l'ai montré la manière dont on le calcule et on le définit. Et derrière, en fait, on fait des produits plus avancés, donc comment on analyse de manière journalière le volume dans les réservoirs, comment derrière on peut faire de la gestion de l'infrastructure. Et enfin, on a des services complets qui sont le monitoring et de réservoir ou de la gestion. Tout ça, c'est en fonction du client, de ses besoins, de là où il en est, de la manière dont il est opéré, qu'on peut promouvoir plus ou moins de solutions et de services. On a la même chose sur la gestion des inondations, donc toujours la même logique. On fait des surfaces des zones inondées. On fait également, on étudie l'impact de ces inondations en fonction des données territoriales que l'on réussit à mobiliser. On étudie aussi le niveau de l'inondation. Les produits plus avancés, toujours, on revient sur le papier. On fait de la modélisation de l'impact des inondations et puis en fait, derrière, ça peut alimenter, pour une partie de nos clients et partenaires, leur système d'alerte ou l'adaptation derrière à l'impact de ces inondations. Et donc un dernier service, là ce sera le prochain sur la plateforme aussi, c'est lié à l'agriculture. Donc toujours pareil, on peut faire du mapping des cultures, on peut facilement connaître l'humidité des sols, on peut facilement détecter aussi des anomalies dans les cultures. Alors là pareil, hein, tout dépend de ce que l'on veut utiliser. Aujourd'hui avec les images très haute résolution qui ont une précision de l'ordre de 50 cm, on peut arriver à des détails très importants au niveau de chaque parcelle des en culture. Par contre, le coût de ces images reste encore très élevé pour avoir une information particulière. Donc, toujours pareil, comment on adapte la donnée satellitaire à l'objectif partagé avec le client ou le partenaire en fonction de ses besoins. On peut faire donc du suivi d'irrigation des besoins, on couple la ressource disponible à l'usage qui en est fait derrière. Voilà. Et puis après en termes de services, donc estimer les rendements en culture à différentes échelles. On peut aussi étudier les phénomènes de sécheresse et voilà, ou les changements au niveau des cultures. Voilà. Voilà pour CLS. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire intervalle. Peut-être s'il y a une petite première série de questions avant qu'ensuite on fasse intervenir. On a 4 partenaires là que je voudrais faire. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Oui, moi j'ai une petite question. Je vais revenir sur les volumes des barrages. Quand tu dis qu'il n'y a que de la donnée satellite, on a quand même un barrage qui existe, il y a toujours son plan de recollement et son plan d'inondation. Alors je pense que vous les utilisez dans le modèle, et si vous ne les utilisez pas, c'est dommage, et pourquoi?
très bonne question, c'est justement tout l'enjeu. Donc tout ce que l'on a produit là ces dernières années, c'est justement pour essayer autant que possible, s'affranchir de cette donnée. Bien entendu, du moment qu'elle existe, on l'utilise et elle améliore notre système. En France, par exemple, l'État français, là, on est en train de discuter de faire 14 000 lacs d'un coup en France par rapport à ça, pour fournir l'information. Et ils vont nous fournir les dernières informations c'est lequel, c'est le MTE, le MTE, pour justement améliorer et préciser nos modèles. Et effectivement, si on a l'information précise du plan de recollement du barrage et qu'on connaît dans le détail, derrière les produits et les services tournent avec une précision au centimètre près aujourd'hui sans aucun problème. Oui. Merci pour votre présentation. Dans la mesure où on est dans une logique de résolution plus en fine, ça a une conséquence directe par rapport à l'interprétation et à la nécessité de prendre en considération un grand nombre de données de terrain qui n'étaient à ce jour pas considérées, puisque comment vous intégrez cela dans le continuum spatial du terrain? Parce qu'une image à un moment donné, même si c'est sur un risque, ça n'a peut-être aucune conséquence, parce que même s'il y a des bijoux, il n'y a peut-être pas d'autres enjeux. Donc comment vous intégrez ça? Voilà. Parce que seule la donnée spatiale ne suffit pas. C'est exactement ça, et c'est tout l'enjeu de ce que l'on fait aujourd'hui, si vous voulez. Voilà, pour être pareil à expliquer dans le détail, CLS en tant que filiale du CNES, et aujourd'hui l'État français s'est largement investi dans la donnée spatiale avec pour visée de promouvoir de plus en plus cette information satellitaire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le satellitaire vivait un peu sa propre vie en parallèle de tout le reste. On est maintenant arrivé à un stade où justement cette donnée satellitaire est accessible à des prix corrects, qui répondent à des besoins, et donc tout l'enjeu, on n'est pas les seuls, hein, il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de bureaux d'études, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de travailler sur l'interfaçage, la combinaison entre ces données satellitaires et les données ici. Et à ce moment-là, c'est vrai que du moment qu'on y arrive, on sort derrière des indicateurs, des produits, des services qui sont très pertinents pour les bénéficiaires derrière. Donc oui, et on est là-dedans. Là où on a un gros travail à faire côté satellitaire, c'est justement ce que j'ai dit là. Le satellitaire aujourd'hui, quasiment en termes de R&D, peut tout faire. Vous avez de la très haute résolution, vous avez de l'information hyper précise qui peut être quasiment accessible tous les jours, etc. Mais c'est comment en fait on arrive à faire que cette information satellitaire soit accessible à un prix finalement, parce que ça reste le nerf de la guerre, correct et à ce moment-là, on interface avec la donnée locale. Ce que je vous propose, donc derrière on a donc, 4 partenaires, donc Julien Verdon de DRL, voilà, Thomas Ferrero de MEOS, Valérie Page de l'Oiseau de Garonne, et mon collègue ici qui est le directeur de CLS en Indonésie, qui va nous présenter quelques témoignages derrière. Je vous laisse Bonjour à tous. Rapidement, on a travaillé avec CLS, mais aussi le CNES et CENO sur le projet Smart Basin en Ouganda. Et la question qui était posée à l'origine de ce projet, c'est quel est l'apport de l'altimétrie spatiale à la connaissance des ressources en eau. L'altimétrie spatiale, Jean-Philippe en a parlé, c'est comment c'est une information qui nous est donnée par des satellites sur une hauteur d'eau. En fait, ça peut être sur des lacs, des réservoirs, ça peut aussi être sur des grands fleuves. Et donc, moi, pour illustrer ce projet, j'ai 3 photos ici. En fait, ça rejoint un peu les questions des participants. Là, les 2 questions qu'on vient d'avoir. Le but du projet, c'était de montrer que c'était complémentaire, en fait, les données spatiales avec des données de terrain qui sont indispensables encore aujourd'hui, dont on ne peut pas se passer, et des éventuels travaux de modélisation. Donc moi, hydrologue, ce que je faisais traditionnellement, c'était de la modélisation à partir de calage avec des données de terrain. Après, j'avais des modèles, et puis de temps en temps, j'allais voir sur le terrain si mes modèles disaient la vérité ou pas, et bien s'il fallait à nouveau les recaler.
Bon, avec l'information spatiale, en fait, ce que le projet montre, c'est que c'est une donnée supplémentaire, en fait, qui vient nous enrichir. C'est pas une donnée sur laquelle on peut se baser à 100% et arrêter de faire du terrain ou des modèles, mais c'est une donnée qui vient nous aider et renforcer notre confiance dans les résultats d'éventuels modèles. Voilà, c'est tout le travail qu'on a fait sur l'Ouganda, où on a analysé énormément de traces, notamment de sentinelles passées, où on a fait des calages nécessaires, et maintenant on a un système opérationnel où la donnée satellite vient renforcer notre confiance dans les modèles qui tournent. Voilà. Merci pour votre attention, et merci à CNS pour ma participation. Avec plaisir. Alors, du coup, donc j'avais prévu que Thomas intervienne, mais il est dans une autre session, il devrait arriver, donc voilà. Je vais, merci Valérie qui vient juste d'arriver aussi, c'est un peu la course pour participer aux différentes sessions. Je te laisse directement la parole pour expliquer.